Vous êtes sur CCTV Français, bonjour à tous, on commence sans plus tarder avec les titres de cette émission. Les manifestations continuent de secouer le monde musulman après l'exécution en Arabie Saoudite d'un dignitaire chiite condamné pour terrorisme. Au Myanmar, le gouvernement d'Aung San Suu Kyi définit le processus de paix avec les guérillas ethniques comme priorité. Lors de sa conférence de presse annuelle, le Premier ministre japonais Shinzo Abe s'est félicité de son bilan économique. La Chine a officiellement lancé son premier fonds d'investissement dans l'assurance au sein de la zone franche de Shanghai. Et enfin, les performances du secteur logistique chinois se sont encore améliorées au mois de décembre dernier. On commence cette édition avec les manifestations qui continuent de secouer le monde musulman après l'exécution en Arabie Saoudite d'un dignitaire chiite condamné pour terrorisme. Le cheikh Nimer al-Nimr était un partisan écouté du changement de régime en Arabie Saoudite. Le point en images. De Bagdad à Beyrouth, les manifestants ont défilé après l'exécution du cheikh chiite Nimer al-Nimr par l'Arabie Saoudite. Il a été condamné pour terrorisme, mais c'est pour son rôle d'opposant au régime sunnite de la famille royale des Al-Saoud qu'il était jugé. En Iran, où l'islam chiite est majoritaire, la mort de ce dignitaire a fait les grands titres et conduit au saccage de l'ambassade saoudienne à Téhéran. Les manifestants ont également renommé la rue adjacente du nom du cheikh et le guide suprême iranien a condamné l'exécution. Ceux qui prennent des décisions les exécutent et les décideurs du gouvernement saoudien ne doivent pas douter du fait que ce sang va les troubler. Il va les harceler. En représailles, le ministère saoudien des Affaires étrangères a annoncé que son pays rompait ses relations diplomatiques avec l'Iran. À la lumière de ces faits, le royaume annonce la rupture de ses relations diplomatiques avec l'Iran et donne 48 heures aux membres de la représentation diplomatique iranienne pour quitter le pays. Le cheikh a été exécuté aux côtés des 46 autres condamnés, pour la plupart des sunnites accusés de terrorisme. Les forces de sécurité du royaume n'hésiteront jamais à poursuivre ceux qui commettent de tels actes terroristes ou adhèrent à ces groupes ou les soutiennent de quelque manière que ce soit. Mais l'exécution du cheikh al-Nimr menace de diviser plus encore la région à un moment où elle a besoin d'unité pour combattre Daesh en Syrie et en Irak. Pour couronner le tout, l'exécution est survenue le jour de la fin de la trêve entre l'Arabie Saoudite et les rebelles chiites qui ont chassé le gouvernement du Yémen. On va avoir un état de colère qui va bloquer les Arabes. Les gens vont bouger, sortir, dénoncer, manifester contre ce crime odieux. Et ce n'est que le début. On va voir d'autres formes d'escalade. Malgré la dégradation des relations diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, le président iranien Hassan Rouhani a promis de faire tout son possible pour que les responsables des attaques des postes diplomatiques saoudiens en Iran soient punis. Suite aux attaques visant l'ambassade saoudienne à Téhéran, ainsi que le consulat saoudien de la ville de Mashhad au nord-est du pays, Hassan Rouhani a publié depuis son compte personnel sur Twitter des messages dénonçant le fait d'individus extrémistes. Mais il a également condamné la politique sectaire de l'Arabie Saoudite qui a selon lui entraîné l'exécution du cheikh Nimr al-Nimr. Il a précisé que sa mort avait terni l'image de l'Arabie Saoudite auprès des autres pays musulmans. Le leader suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, s'est joint à la contestation du président. Il a mis l'Arabie Saoudite en garde contre la vengeance divine qui interviendra suite à l'exécution du clerc chiite. Il a décrit cette mise à mort comme une erreur qui continuera de hanter les responsables politiques du royaume. À Téhéran, les manifestations se poursuivent. Des centaines de personnes se sont rassemblées sur la place de la Palestine pour protester contre l'exécution par l'Arabie Saoudite d'un imam chiite de premier plan.
Des manifestants ont brûlé des drapeaux américains et israéliens et scandé des slogans hostiles à la famille royale des Al Saoud. Plus tôt, les manifestants ont dévasté l'ambassade saoudienne à Téhéran. Ils ont fait irruption dans le bâtiment de l'ambassade, ont cassé les meubles et allumé des feux avant d'être évacués par la police. Certains demandaient une réaction sérieuse de la part de l'Iran. Les gens sont là pour dire au gouvernement que nous attendons de lui qu'il montre une forte réaction et qu'il ne pourrait se faire que nous restions silencieux devant cette action. Aujourd'hui, le message de ce rassemblement et des autres dans tout le pays, aux chiites d'Arabie Saoudite, est que nous sommes de leur côté et que nous les supportons. Les protestations se sont propagées à Bahreïn, au Cachemire indien et au Liban. À Bahreïn, les gens ont exprimé leur outrage à Daï, une banlieue majoritairement chiite de la capitale Manama. Des hommes et des femmes ont crié des slogans hostiles envers la famille régnante des Al Saoud ainsi qu'à la monarchie du Bahreïn. La police est restée à distance pendant la marche à Daï, mais on a rapporté des affrontements entre manifestants et policiers. Des centaines de chiites se sont réunis dans les villes pakistanaises de Lahore, Karachi et dans la capitale Islamabad. Des gens ont scandé des slogans contre les dirigeants saoudiens et ont appelé l'Organisation de la coopération islamique et les organisations des droits de l'homme à prendre acte de l'exécution de masse. Aung San Suu Kyi a déclaré que le processus de paix au Myanmar sera la priorité de son gouvernement pour l'année à venir. Son nouveau gouvernement va essayer de mettre en place un accord de cessez-le-feu total afin de mettre fin à des décennies de guérilla opposant le pouvoir en place aux minorités ethniques du pays. En octobre dernier, le gouvernement de Thein Sein a signé un cessez-le-feu avec certains groupes militants. Ce dernier n'a cependant pas été reconnu par toutes les milices qui opèrent dans le pays. Certaines poursuivent les combats contre le gouvernement pour plus d'autonomie et de reconnaissance. Le gouvernement de Suu Kyi entrera en fonction plus tard cette année suite à sa victoire lors des élections de novembre dernier. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a donné sa conférence de presse annuelle dans sa résidence officielle de Tokyo. Il a déclaré que le Japon connaissait une reprise économique depuis que son gouvernement est entré en fonction il y a 3 ans. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a accueilli les journalistes en revenant sur ses politiques économiques. Ces 3 dernières années, nous avons été capables de créer 1,1 million d'emplois et nous avons vu la plus forte hausse des salaires depuis 17 ans. Et l'économie est sur le chemin de la reprise. Nous sommes encore à mi-chemin, mais j'aimerais dire que nous avons été en mesure de créer une situation où nous n'avons plus de déflation. Shinzo Abe se montre donc très optimiste, voire trop peut-être. L'inflation japonaise est en effet proche du 0%. Sur le plan de la politique étrangère, le Japon se prépare à un sommet trilatéral avec la Chine et la République de Corée. Nous avons eu l'an dernier un sommet en République de Corée et les 3 pays entretiennent de très bonnes relations. Et nous espérons cette année avoir un sommet fructueux qui conduise à de réels progrès. Shinzo Abe a déclaré lundi ne pas prévoir d'appeler à des élections anticipées en prévision des élections de la Chambre haute cet été. Il explique que conserver une majorité est sa priorité. Au sujet des élections de la Chambre haute, j'espère que tous les candidats seront réélus. Je pense que c'est naturel et je crois que c'est la responsabilité du président du PLD. En raison de la stabilité politique, nous espérons obtenir les 2/3 des sièges. Le Premier ministre s'est également engagé à élever le taux de fécondité de 1,4 à 1,8 enfants par femme d'ici 2025, afin d'atténuer le processus de vieillissement de la population japonaise. Et on passe sans plus tarder au monde de l'économie présenté par Zhao Jiajin. Bonjour à tous, nous ouvrons cette partie avec les performances du jour des principales places financières asiatiques. Les cotations aux bourses chinoises de Shanghai et Shenzhen ont été arrêtées lundi pour la journée après une chute de 7% des cours consécutifs à la publication de mauvais indicateurs sur l'économie chinoise. L'indice composite de référence de la bourse de Shanghai des actions A a clôturé à 3450,03 points en baisse de 6,86% et l'indice des actions B a clôturé à 397,33 points en baisse de 6,82%. L'indice de la bourse de Shenzhen des actions A fini à 2216,71 points, soit une baisse de 8,23%. L'indice des actions B a clôturé à 1238,44 points, en baisse de 5,42%.
L'indice Nikkei de la bourse de Tokyo a chuté de plus de 3% lundi, son premier jour de transaction de 2016, à cause d'une forte remontée du yen et de statistiques mauvaises en Chine. À la clôture, le Nikkei 225 a affiché un recul de 3,06% à 18 450,98 points. Et nous enchaînons avec les taux de change, les prix du pétrole et ceux des métaux précieux. Aujourd'hui marque la journée d'inauguration du système de disjoncteurs qui décide qu'une chute de 5% de l'indice CSI 300 va déclencher une suspension temporaire de 15 minutes des échanges, tandis qu'une chute de 7% entraînera la suspension des échanges pour le reste de la journée. Lors de la journée d'échange de lundi, l'indice a perdu 7% une heure après la reprise de l'après-midi, ce qui a engendré la suspension du marché pour le reste de la journée. Le mécanisme du disjoncteur vise à garantir que les gains et les pertes ne seront pas trop hors de contrôle. Le mécanisme de disjoncteur est lié à l'indice CSI 300 qui suit certaines des plus importantes cotations des bourses de Shanghai et de Shenzhen. Si l'indice tombe ou augmente de 5% durant la journée de cotation, alors les échanges seront suspendus durant 15 minutes. Et si cela fluctue de 7% dans l'une ou l'autre direction, tous les échanges seront suspendus pour le reste de la journée. Et alors que le mécanisme de protection est évident, tous les investisseurs ne sont pas ravis de cette idée. Si les marchés tombent de 10%, soit la limite journalière, et je peux avoir envie de vendre pour éviter de futures pertes. Mais le mécanisme de disjoncteur pourrait m'empêcher d'agir ainsi jusqu'à la prochaine journée d'échange. Si les marchés continuent de chuter le jour suivant, alors le résultat sera pour moi davantage de pertes. Donc je ne pense pas qu'il s'agisse d'une protection efficace pour les investisseurs. Et les investisseurs plus prudents saluent cette idée, cependant. Le mécanisme de disjoncteur va protéger les investisseurs de détail et ainsi nous donner davantage de temps pour se prémunir face aux risques potentiels. 19 jours depuis le 15 juin auraient pu déclencher le circuit de disjoncteur durant l'année 2015 si le mécanisme avait été mis en place. Yu Mingming d'Industrial Securities déclare que ces mécanismes fourniront certainement du temps afin de permettre aux investisseurs de réévaluer leur situation, mais que cela ne changera aucune règle du marché. Il y a une chance plus élevée que ce mécanisme s'enclenche quand les marchés sont à la baisse plutôt qu'à la hausse. Sur les marchés, ces mécanismes permettent d'assouplir les hauts et les bas, mais ne modifient pas l'offre et la demande qui sont basées sur des règles et des flux de capitaux. Le nouveau mécanisme ne changera donc rien aux tendances du marché. Certains analystes posent également la question de l'efficacité de ces mécanismes de disjoncteur, tandis que la limite quotidienne du prix des transactions de 10% sur les actions A est toujours en place. Et une fois que ces mécanismes seront en place, certains disent que les limites de mouvement des prix pourraient être enlevées si cela permet de promouvoir la liquidité sur le marché. Les régulateurs du marché déclarent qu'ils envisageront des changements futurs basés sur les réponses du marché quant au nouveau système. La Chine a officiellement lancé son premier fonds d'investissement dans l'assurance au sein de la zone franche de Shanghai. Les fonds proviendront de compagnies d'assurance et seront utilisés pour soutenir les infrastructures et les transports. Tout de suite, plus de détails dans ce reportage. De l'argent frais arrivera dans les investissements qui concernent l'économie réelle. Le secteur de l'assurance en Chine va contribuer à l'approvisionnement du fonds avec l'objectif d'un usage à long terme et d'un capital stable qui permettra d'appuyer le développement des services publics du pays. Et la première contribution à cet investissement est de 40 milliards de dollars et a déjà été engrangée. Nous avons réalisé un investissement de 40 milliards de yuans avec le groupe du commerce de Chine sur des projets liés à l'initiative de la ceinture et la route. Nous allons également contribuer à la construction d'infrastructures et à la rénovation des villes en état de délabrement, et cela suite à l'approbation du Conseil des affaires d'État. L'investissement sera utilisé sur le marché étranger pour soutenir l'acquisition de terrains par le groupe pour la construction de ports en Asie, en Europe et en Afrique.
Le capital permettra également de renforcer le capital de projets de gaz naturel liquéfié pour aider avec les demandes en énergie de Chine et dans les pays situés le long de l'initiative de la ceinture et de la route. La compagnie d'investissement de l'assurance de Chine a été mise en place l'année dernière pour gérer les fonds. L'argent sera levé depuis le secteur de l'assurance et devrait au final atteindre quelques 300 milliards de yuan au total. Nous réaliserons des progrès de façon régulière quant à la construction d'une plateforme nationale d'investissement. Nous nous reposerons sur les avantages du financement à long terme du secteur de l'assurance afin de mieux servir la stratégie du pays ainsi que le développement de l'économie réelle. Le secteur de l'assurance en Chine a renforcé sa position au cours de l'année écoulée. Ce premier revenu a connu une vive poussée de 20% au cours des 8 premiers mois de l'année et les actifs nets ont connu une progression de près de 9%. Les régulateurs ont déclaré que les compagnies d'assurance avaient besoin de maintenir une croissance saine et de s'adapter à la nouvelle situation alors que l'économie du pays opère des changements. Les performances logistiques de la Chine se sont encore améliorées au mois de décembre dernier. La Fédération chinoise de la logistique et des achats revient sur les performances réalisées. L'indice de performance logistique a atteint le seuil des 55% en décembre, soit 0,8% de plus que le mois précédent. Cela marque ainsi le 4e mois de hausse consécutive de la croissance du secteur, dont les performances avaient connu un plus bas au cours du mois d'août 2015. Les entreprises logistiques ont fait plus de profits au mois de décembre dernier. L'indice des profits est en hausse de 0,3% par rapport au mois précédent, où il avait atteint les 49,8%. Mais le seuil pivot des 50% n'a toujours pas été atteint. Les analystes rappellent que la faible demande en matières premières pèse encore sur les performances du secteur. Les performances logistiques de la Chine ont continué leur progression au mois de décembre dernier, ce qui signifie que l'ensemble de l'industrie reprend des couleurs et s'oriente désormais vers un avenir plus serein. Mais nous devons noter qu'avec le ralentissement économique global, visible notamment à travers la faible demande en matières premières, les entreprises du secteur logistique seront encore sous pression. Cependant, nous nous attendons à une croissance stable pour l'année 2016. Les nouveaux taux d'emprunt chinois qui ont pris effet le 1er janvier devraient apporter un soulagement aux acheteurs de logements. Voyons tout de suite l'impact du changement sur le marché immobilier. Les banques en Chine vont proposer des prêts plus bas pour les acheteurs de logements en 2016. Le taux d'emprunt de référence a été baissé par la Banque centrale à 4,35% en octobre, soit une baisse d'0,25%. J'ai un client qui devait rembourser 6 300 yuan par mois. À partir de cette année, il ne lui faudra rembourser que 5 800 yuan. Des experts disent que des prêts moins chers vont stimuler les achats de logements et aider à réduire les stocks de logements. L'effet de taux d'emprunt plus bas pourrait être différent. Pour les villes où les prix de l'immobilier continuent de s'effondrer, l'impact serait limité. Mais les transactions en général seraient à la hausse. Jusqu'à présent, le taux d'emprunt pour les emprunts immobiliers est au plus bas depuis 20 ans. Les Chinois ont continué de beaucoup dépenser à l'étranger au cours de la récente période des fêtes. 160 000 personnes se seraient rendues en Corée du Sud au cours des congés de Noël et du Nouvel An, soit une hausse de 12% par rapport à l'année précédente. Selon des statistiques provenant de l'Organisation nationale du tourisme de Corée du Sud, plus de 70% des visiteurs chinois seraient allés en Corée du Sud pour effectuer des achats en 2015, tandis que le reste aurait privilégié les expériences culturelles, la chirurgie esthétique ou d'autres activités. Les touristes chinois auraient dépensé en moyenne 2 200 $ par personne en Corée du Sud, soit le double de la dépense moyenne des autres touristes étrangers. J'ai de la chance d'être ici et je souhaite rapporter des cadeaux. Les produits d'ici sont très typiques. C'est intéressant de faire des achats ici en ce moment. Les remises ont atteint jusqu'à 70%. On a fait de bonnes affaires. Les consommateurs chinois ont dépensé en moyenne 500 000 yuan par personne ici en 2015. Il y a davantage de touristes chinois en fin d'année. On estime que pendant cette période, les ventes augmentent de plus de 10%. Les touristes chinois ont représenté l'année dernière plus de 40% de l'ensemble des visiteurs étrangers en Corée du Sud. Ce chiffre a baissé de 1% par rapport à l'année précédente, principalement en raison de l'épidémie de MERS. Néanmoins, les visiteurs chinois ont rapporté 22 milliards de dollars au secteur sud-coréen des services, soit 1,6% du PIB du pays. Et voilà, c'est la fin de cette partie et maintenant retour au plateau avec Yves Mouillet.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour le prochain journal.